Bonsoir, je vais vous parler de la repolarisation précoce, qui est un aspect électrique fréquemment rencontré chez la population jeune, surtout chez les jeunes sportifs et les sujets de race noire. Elle a été considérée pendant longtemps comme étant une observation tout à fait bénigne. Je vais commencer par quelques définitions. Premièrement, le point J, c'est l'union entre la partie terminale du QRS et le départ du segment ST. Puis on a l'onde J. L'onde J, c'est une petite bosse ou une déflexion positive qui vient déformer la partie terminale du QRS, comme vous voyez ici. Et puis on a ce qu'on appelle l'empattement ou le slurring du QRS, qui est en rapport avec un ralentissement de la conduction de la partie terminale du QRS. Donc la repolarisation précoce, c'est l'association d'une surélévation du point J avec un empattement ou un crochetage terminal du complexe QRS qui peut ou non s'associer à une surélévation du segment ST. Donc les études ont suggéré que cet aspect est en rapport avec un gradient électrique entre les couches endocardiques et épicardiques et qui est lié à un courant potassique suggérant donc une hétérogénéité dans la repolarisation ventriculaire. Donc c'est en rapport avec une anomalie des canaux ioniques, surtout potassiques mais aussi sodiques et calciques, et ce qui donne cet aspect pro-arythmogène à la repolarisation précoce. La première fois qu'on a décrit la repolarisation précoce, c'était en 1936. Puis en 1953, Osborne a décrit les ondes J qui portent son nom. Et à partir de 1984, on a suggéré la malignité de cette repolarisation précoce. Et cette observation a été confirmée en 2007 par plusieurs études cas témoins qui ont établi le lien entre la mort subite et la repolarisation précoce. Puis en 2008, le professeur Michel Essaguer, que vous voyez sur la photo, et son équipe ont constaté dans une grande étude qu'il y a une prévalence élevée de la repolarisation précoce dans les cas de fibrillation ventriculaire idiopathique par rapport à la population normale. Et en 2009, un registre finlandais a noté un risque accru de décès par cause cardiaque chez les gens qui ont une repolarisation précoce dans les dérivations inférolatérales. Donc sur le CG, la repolarisation précoce est caractérisée par une surélévation du point J de plus de 1 mm dans au moins deux dérivations contiguës, associées à des ondes J, comme vous voyez ici, ou à un empattement du QRS, comme vous voyez sur les dérivations inférieures en D2 par exemple. Et donc il se trouve dans les dérivations inférieures D2, D3 et AVF, et les dérivations latérales de V4 à V6 et en D1 et AVL. À ça, il peut s'y associer ou non un sus-décalage du segment ST qui, lorsqu'il existe, il est court et concave et se poursuit par une onde T qui est asymétrique et pointue, réalisant un aspect en amas. D'autres observations sont intéressantes à savoir. Il y a une déviation à droite de la zone de transition. On voit dans cet exemple qu'il y a une onde R prédominante en V3 et une onde R qui est quasi exclusive en V4. Il faut noter aussi que cet aspect est dynamique. On peut, dans un tracé réalisé à des heures d'intervalle ou des jours d'intervalle, une repolarisation précoce qui manque, avec un retour à un aspect tout à fait normal de l'ECG. Donc les sujets qui ont la repolarisation précoce et qui sont à risque de développer des événements rythmiques fatals comme la fibrillation ventriculaire ou la tachycardie ventriculaire, ce qu'on appelle le syndrome de repolarisation précoce, sont des sujets qui ont un antécédent de syncope, un antécédent familial de mort subite inexpliquée, une amplitude de l'onde J supérieure à 2 mm
et l'existence de sétende J dont les dérivations est inférieure et latérale avec un aspect de crochetage de sétende. La repolarisation précoce porte diagnostic différentiel essentiellement avec ce qu'on appelle les syndromes de l'onde J. Retenez essentiellement l'hypothermie, l'hypercalcémie et le syndrome de Brugada. Et le diagnostic différentiel se porte également avec le syndrome coronarien ST positif. Pour faire la différence, dans les cas bien sûr où il n'y a pas une convexité du segment ST élevé, ou dans les cas où il n'y a pas de séquelle de nécrose d'HVG, donc Smith a proposé une équation intégrant 4 paramètres qui sont l'amplitude du QRS en V2, l'amplitude de l'onde R en V4, l'ascension de ST à 60 millisecondes du point J en V3 et la durée du QT corrigé, donc fourni par l'ordinateur. Donc vous pouvez trouver sur internet l'équation si vous voulez la calculer, et lorsqu'il est inférieur à 18,2, donc c'est plutôt une repolarisation précoce que plutôt un syndrome coronarien aigu. Donc chez les patients qui ont déjà eu un événement rythmique, une fibrillation ventriculaire idiopathique, il est indiscutable d'implanter un défibrillateur automatique implantable. Si on a une récidive de ces troubles qui ont nécessité des chocs itératifs, là donc on doit protéger le rythme de base par la quinidine qui est l'antirythmique de référence et qui est le seul efficace dans cette indication. Si on a une orage rythmique, l'injection de l'ésoprinaline a montré une efficacité et parfois on peut également accélérer la fréquence cardiaque par stimulation atriale ou ventriculaire. Donc chez les sujets qui sont asymptomatiques, on n'intervient pas, sauf pour ceux qui ont eu une syncope. Là, on doit réaliser un bilan classique de la syncope. Et si on ne trouve pas de cause, on peut faire un enregistrement cardiaque de type Breville. Donc c'est une implantation sous-cutanée d'un enregistreur et donc recueillir les données électriques. Rechercher notamment des événements rythmiques. Chez les sportifs de haut niveau, donc on ne recommande pas de suspendre la pratique sportive. J'espère que j'étais utile. Je mets entre vos mains ces liens de quelques articles pour les gens qui veulent se documenter. Merci pour votre attention.